Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour la preview du chapitre 77 de Boruto. Sachez que je découvre chaque chapitre avec vous le jour de leur sortie sur Twitch et Discord, donc rendez-vous jeudi 19 janvier à 20 h pour voir si les prédictions de cette vidéo se sont avérées correctes. Je vous fais la traduction puisque c'est en anglais sur Manga Plus et vous avez droit aux théories en avant-première, lien en description. Sans plus tarder, je vous propose de passer à l'analyse. Comme j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour le chapitre 75, on va décortiquer ce chapitre et le suivant dans cette vidéo. Pour pas que ce soit trop indigeste, je vais diviser la vidéo en 5 parties qui traiteront chacune des points que je juge importants à traiter. Bien sûr, si vous n'avez pas déjà lu ces chapitres, je les ai résumés dans des vidéos animées d'à peine 5 minutes. Vu que je vais plonger dans les détails cachés, ce serait bien de déjà connaître les grandes lignes. Je vous laisse cliquer en haut à droite et revenir dans la foulée, ce sera rapide. Si vous êtes à jour, on va pouvoir commencer. Numéro 5, Eda et Demon. Il est expliqué que le Senrigan d'Eda se situe uniquement dans son œil gauche, ce que je trouve bizarre. Certes, c'est quand elle active cet œil qu'elle peut visionner le présent et le passé, donc c'est logique. Par contre, son autre œil aussi a une forme de croissant de lune. C'est bien que cet œil droit est aussi un œil spécial. Nous réserve-t-il encore d'autres pouvoirs que ceux que lui permettent déjà son œil gauche? Perso, je suis saturé en personnages cheatés qui ont 1000 capacités, même si j'avoue que les explications de leurs pouvoirs sont satisfaisantes. On a accepté que les Otsutsuki étaient surpuissants. Par contre, les cyborgs, ça a plus de mal à passer. Sauf que s'ils tirent leurs pouvoirs de ceux du meilleur Otsutsuki, ça devient tout de suite plus crédible. Surtout que obtenir des techniques grâce à une transplantation ADN, ça a déjà été fait dans Naruto, notamment Yamato, qui a hérité du Mokuton d'Hashirama grâce à cette méthode. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Katasuke fait genre que ce genre de pratique est encore hors d'atteinte avec la technologie actuelle, alors que Orochimaru fait ça depuis genre 30 ans. Mais pour être honnête, je commence à me dire que c'était pas prévu depuis le début que Shibai soit à l'origine de leur pouvoir. Déjà parce qu'on ne devrait pas appeler ça des cyborgs du coup, mais des hybrides à la limite, des mutants, mais pas des cyborgs. Et surtout, bien qu'il ait déjà touché au clonage avec Kashinkoji, Amado semblait vraiment bien branché technologie. Regardez Delta avec son drone dans le dos, ses yeux rayons X, la boule de régénération de Boro, leurs commandes d'arrêt d'urgence, sans compter leurs membres modelables qui seraient des capacités de Shibai et dont par coïncidence ils auraient tout droit hérité. On dirait plus une capacité qu'a volontairement intégré Amado dans chacun de ses cyborgs. Mais ce qui me laisse vraiment penser qu'à la base ils étaient censés être simplement des mi-humains, mi-machines, même s'il s'agissait de technologies Otsutsuki ultra avancées, mais pas juste de l'ADN quoi, c'est que Kawaki a fait une surchauffe. Après, c'est peut-être fait exprès pour dire que les Otsutsuki sont plus proches d'objets high-tech que de véritables êtres vivants. Ils font des mises à jour grâce au fruit du chakra, transfèrent leurs données dans une clé USB, le Kama, etc. Ou encore, ce sont des mélanges de pouvoirs Otsutsuki et de technologies rajoutées par Amado. A vous de me donner votre avis. Les cyborgs étaient mi-machines avant que ce ne soit retcon ou ont toujours été destinés à être des hybrides Otsutsuki? Justement, la technique de séduction, elle pour sûr, n'est pas une technique Shinjutsu obtenue de Shibai. Donc d'où vient cette aptitude et dans quel intérêt Amado cache-t-il ses véritables origines? De ce qu'on sait, son charme rend captif tous ceux qui la voient de trop près. Si vous avez de la chance comme Shikadai de l'avoir mal aperçu, vous serez aussi peut-être épargné. Mais ayez le malheur de la revoir de plus près comme lui et vous serez aussitôt sous son charme, aussi longtemps qu'elle vivra. Et comme on est incapable de la blesser quand on est son captif, autant dire que sa mort la plus probable sera de vieillesse. Va falloir se montrer patient. Quoiqu'il y a des exceptions qui ne sont pas affectées par son charme. N'en déplaise à nos amis du Nord, son pouvoir n'a pas d'effet sur les membres de sa famille. Malheureusement, Demon, son seul parent connu, est dévoué à protéger sa grande sœur. Cependant, comme elle partage de l'ADN avec Shibai Otsutsuki, ce qui fait des membres du clan, des membres de sa famille quelque part, ils sont aussi immunisés. Boruto et Kawaki sont donc techniquement capables de la tuer, sauf qu'il reste encore une toute dernière faille que l'on a découvert à peine dans le dernier chapitre. Pour on ne sait quelle raison, Sumire et Sarada, qui l'ont vu de tout près alors qu'elles ne sont ni Otsutsuki ni de sa famille, semblent être malgré tout immunisées. Comment ça se fait? Avant d'y répondre, j'aimerais revenir sur un élément. Quand elle craignait encore de succomber à sa séduction, beaucoup de cases insistaient sur le regard d'Eda. C'est normal, vous allez me dire, elles avaient peur de se faire happer en la regardant de trop près, et ce qu'on regarde généralement chez quelqu'un, ce sont ses yeux. Certes, mais ne trouvez-vous pas que la plupart des cases sur son regard se focalisent uniquement sur son œil droit? Est-ce que le pouvoir secret dont je parlais plus tôt contenu dans son autre œil ne serait pas tout bêtement la séduction? A priori non, à l'inverse du Senrigan, ce n'est pas un Shinjutsu. Ce serait bizarre que Amado implante une technique dans un œil qui a déjà une autre technique. À moins qu'on se trompe depuis le début. Eda n'a pas constamment son Senrigan activé. Quand c'est le cas, les couleurs de son œil s'inversent et des motifs se forment dans le sclère.
On avait tendance à penser que le Senrigan marchait comme le Byakugan, c'est-à-dire que ces deux dojutsu ne fonctionnent qu'après avoir été activés, mais même désactivés, des éléments viennent trahir le fait que ses yeux ne sont pas normaux. Un iris blanc pour le Byakugan et un iris en croissant de lune pour le Senrigan. Sauf qu'on pourrait avoir fait une fausse piste. Et si le Senrigan était plus semblable au Sharingan, dans le sens où quand le dojutsu est désactivé, rien n'indique sa présence. Vous allez me dire que les motifs de lune ne sont pas anodins et trahissent bien la présence d'une technique. Oui, mais est-ce que ces motifs ne seraient pas en fait liés au pouvoir de séduction plutôt qu'au Senrigan? Surtout qu'on a déjà vu des pupilles différentes se superposer comme le mode Hermite et le mode Kyuubi. À l'image du Sharingan, Eda piégerait ses victimes lorsque celles-ci verraient distinctement ses yeux en croissant de lune. Par ailleurs, quand elle activerait son Senrigan, ceux-ci ne viendraient qu'inverser les couleurs et ajouter des motifs aux yeux particuliers qu'elle a déjà. La séduction serait encore un œil qu'a modifié Amado, à l'image des siens ou de ceux de Delta. Pour revenir au sujet, je pense que l'auteur nous a déjà donné des indices sur l'explication de l'immunité des jeunes filles. Au moment où Sarada s'en rend compte, Eda lui demande, comme par hasard, ce qu'elle pense de Boruto. Ça me rappelle quand on a découvert sa capacité de voler et qu'Amado explique que c'est commun chez les Otsutsuki avant qu'on apprenne qu'elle tient justement ce pouvoir d'un Otsutsuki. Donc Sarada et Sumire ne tombent pas amoureuses d'elle car elles le sont déjà de Boruto. Pas tout à fait. Sayoshi est amoureux de sa femme, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir le coup de foudre pour la jeune fille qui a presque l'âge de son enfant de 12 ans. Ça c'est calé. Donc je pense qu'il y a une condition supplémentaire afin de ne pas être ensorcelé. Est-ce que cet amour ne doit pas être réciproque? Est-ce qu'il faut renier ses sentiments, comme Sarada qui nie son affect pour Boruto, et Sumire qui semble se rapprocher de Kawaki au détriment de son premier crush? Là-dessus, j'attends vos théories en commentaire. En tout cas, j'aime beaucoup comment les choses sont en train de tourner. On dirait une partie d'échecs où tous les pions se mettent en place en attendant le moment où tout va péter. Boruto et Kawaki qui peuvent arrêter en cas de pépin Eda, mais Daemon qui compte les en empêcher, les filles qui font copine-copine alors qu'elles devront probablement la trahir à l'avenir, etc. Reste encore à savoir l'origine de ce pouvoir de séduction et le rôle qu'il a à jouer dans le plan d'Amado. On y reviendra dans un instant. Je vais déjà finir sur Daemon. On a découvert une nouvelle chose à propos de sa technique de réflexion. Aussi longtemps qu'il reflètera les attaques en posant ses paumes de main sur un individu, cet individu possédera cette même capacité. Ça a l'air cheaté, on aurait pu imaginer buter ce que Daemon touche pour s'assurer que sa technique soit inactive, mais même ceux qui touchent sont invincibles. Mais on pourrait aussi s'en servir à notre avantage. Si d'une manière ou d'une autre on parvient à contraindre le gamin pour qu'il nous touche, on peut donc devenir invincible. C'est quelque part ce qu'avait fait Code pour se protéger de l'attaque de Kawaki. Par contre, je pense pas que sa réflexion marche quand il touche Eda. Sinon, pourquoi lui, qui est toujours collé à elle, s'en détache dès qu'il est question de refléter des attaques? Au moins, il existe un domaine où Daemon peut se faire rétamer. C'est les jeux vidéo. C'est peut-être juste une parenthèse marrante ou, s'il faut, le fait que son pouvoir ne marche pas sur des avatars virtuels sera la clé d'une stratégie pour le battre. Bien sûr, le jeu est une référence à Pokémon puisqu'il s'appelle Pokénin, les ninjas de poche. Numéro 4, Shibai et Delta. A vrai dire, j'ai pas l'intention de m'attarder sur ces deux-là. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'analyse l'approche philosophique faite dans le chapitre 75, dans laquelle j'ai aussi décortiqué ces deux personnages. J'évoque les différents dojutsu de l'Otsutsuki, parmi lesquels le Darmagan, ses cornes très similaires à celles du dieu que s'est représenté Ishiki, de ce qui fait que Delta ne soit pas Akebi, alors qu'elle a la même apparence et les mêmes souvenirs, etc. Donc pour ceux qui veulent mon analyse complète sur ces derniers chapitres, je vous invite à cliquer en haut à droite. En plus, je suis plutôt fier de cette vidéo, un peu déçu qu'elle n'ait pas tant marché, donc si elle vous plaît, pensez à la partager ou au moins à la liker histoire que l'algorithme l'aide un peu. Tout ce que je pourrais ajouter, c'est que Amado a dit avoir retenté plusieurs fois le clonage de sa fille, mais ce n'était jamais vraiment elle. Ça doit être pour ça que Delta avait 3 corps, les 3 tentatives d'Amado de recréer sa fille. Mais si Amado crée une personne différente d'Akebi chaque fois qu'il la clone, est-ce que les différentes versions de Delta sont identiques les unes aux autres, ou ont-elles chacune une personnalité unique? A priori non, elles ont en commun l'humanité perdue d'Akebi, et peu importe à quel clone on s'adresse, on se réfère toujours à elle comme Delta. En plus, ça va dans le sens de l'analyse que j'ai faite de l'humanité et de l'identité dans Boruto. Plus on perd son humanité, comme Delta qui a perdu celle d'Akebi, plus on devient similaires les uns aux autres. En d'autres termes, plus on perd notre identité. Par contre, il y a quelque chose de bizarre. Quand une des Deltas s'est autodétruite, c'est seulement après que son drone se soit posé sur un socle qu'une autre s'est réveillée. Sauf que cette Delta avait les souvenirs de celle qui s'était autodétruite. Est-ce qu'il y a une seule conscience que se trimballe le drone qui l'intervertit d'un clone à l'autre? Ou bien est-ce que chaque Delta a sa propre conscience et le drone ne fait que transmettre des souvenirs supplémentaires? C'est un sujet assez complexe, donc j'espère que ces zones d'ombre seront tôt ou tard éclaircies. Numéro 3, Amado. Le scientifique nous révèle enfin la motivation qui l'a poussé à réimplanter le Kama sur Kawaki. Selon lui, seul le Kama permet à un individu de ressusciter tel quel, sans modification de son être. Pas tout à fait.
Au contraire, quand un Otsutsuki ressuscite, il perd plus ou moins de ses pouvoirs en fonction de la qualité de son réceptacle. Quant à son esprit, je pense que le réceptacle joue là aussi un grand rôle. C'est selon moi parce que Kaguya a ressuscité via un réceptacle avec beaucoup trop d'humanité, qu'elle s'est prise de compassion pour la Terre et qu'elle a choisi de la défendre contre Ishiki. Cependant, il explique vouloir utiliser comme réceptacle le clone de Delta qui a exactement la même apparence et les mêmes souvenirs. À moins que son sale caractère ait une influence, toutes les conditions sont en place pour que Akebi revienne telle qu'elle était avant sa mort. Enfin, sans la maladie cette fois, j'espère. Ainsi, pour répondre aux craintes de Kawaki, elle ne devrait pas se transformer en Otsutsuki, puisque ces données dans le Kama, qui sont sûrement celles qu'avait stockées Amado avant sa mort et dont il s'est servi pour créer Delta, vont être fusionnées avec Delta elle-même. À moins que comme il s'agissait du Kama d'Ishiki à la base, ce dernier ait un impact lors de la résurrection, Akebi devrait être humaine. Mais quelque chose cloche tout de même. Non seulement la méfiance perpétuelle de Kawaki ne me laisse pas indifférent, mais surtout Momoshiki nous a révélé qu'il nous ment toujours sur un point. La séduction d'Eda n'est pas du Shinjutsu. Elle a obtenu cette technique par un autre procédé que le transfert d'ADN au Tsutsuki. Dans ce cas-là, d'où vient ce pouvoir et quelle raison pousse Amado à le cacher? La nature de ce pouvoir, Momoshiki semble l'avoir trouvé, mais alors qu'il se montrait bavard jusque-là, il a préféré ne pas le révéler à Boruto. Si Momo a été capable de deviner son fonctionnement et qu'il lui est favorable de ne pas en parler, c'est peut-être que cette technique pourrait aussi lui être utile à l'avenir. Je pense sincèrement que Amado a pour intention de ressusciter sa fille. Eda nous a confirmé son existence, sa mort et la détermination de son père à la ramener. Néanmoins, ce n'est pas tout. Soit il a encore un autre objectif en plus, ce dont je doute, soit plus probable, il y a un paramètre nécessaire à la résurrection d'Akebi qu'il a préféré taire. Même s'il doutait de la sincérité de Jigen, je pense que celui-ci avait l'intention d'utiliser la même méthode qu'Amado pour ramener sa fille à la différence près que les données qu'il utiliserait seraient directement puisées dans le fruit du chakra, vu que celui-ci contient les données de tout ce qui a vécu sur la planète. Amado a même trouvé une alternative puisqu'il n'y a même pas besoin de planter un Shinju. Donc, à quoi bon cacher la séduction et pourquoi le lui avoir implanté à la base? Les cyborgs avaient pour premier rôle de vaincre Jigen, Kashin Koji en est la preuve. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont expliquer un jour où il s'est procuré l'ADN de Jiraiya. Peut-être est-ce de la même manière qu'il s'est procuré celui de Shibai, doit y avoir une superade d'acide aminé dans les parages. Mais quand Shikamaru lui demande si c'était leur seul but, il répond « on peut dire ça », ce qui semblait déjà très louche à l'époque. La séduction est un outil scientifique ninja, ce qui veut tout et rien dire. Un outil scientifique ninja, c'est aussi bien de la technologie high-tech, genre des bottes collantes, que des outils qui utilisent du chakra, comme des parchemins qui scellent une technique avant de la libérer, ou encore même juste manipuler des choses préexistantes, comme un virus. Honnêtement, cette technique pourrait correspondre à n'importe lequel. Un œil robot qui permet d'envoûter les gens avec ses motifs, du genjutsu, ou encore des phéromones. Je dois avouer que j'ai du mal à trouver la nature de son pouvoir, et donc son rôle à jouer. Néanmoins, il y a un élément tout autre à ne surtout pas négliger. Quand Naruto rappelle qu'Akebi est morte il y a 12 ans, Boruto se dit que cela remonte à sa naissance. Pourquoi faire dire une telle chose à Boruto? Bien sûr que ça nous fait penser à l'âge de Boruto, mais ça pourrait être une coïncidence. Le fait que l'auteur insiste sur la cohésion de ces deux dates, la mort d'Akebi et la naissance de Boruto, indique un lien entre ces deux événements. Bien sûr, un lien philosophique, la mort d'un côté et la naissance de l'autre, mais je pense qu'il y a plus. Après, ce serait abusé qu'Amado soit impliqué de près ou de loin dans la naissance du héros. J'ai un peu peur s'ils font un retournement de situation comme ça. Mais dans tous les cas, la technique de séduction qui n'est pas un Shinjutsu, la naissance de Boruto qui tombe à la mort d'Akebi, tout ça me laisse penser que le plan d'Amado est peut-être beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait penser. Je vais creuser tout ça de mon côté, mais n'hésitez pas à me donner vos propres pistes. Numéro 2, Boruto et Momoshiki. Déjà que l'Otsutsuki était d'humeur bavarde de ces derniers chapitres, c'était sans compter un nouvel effet secondaire du transfert d'organes avec le Kama que leurs pensées s'en mêlent indépendamment de leur volonté. En gros, quand l'un des deux se met à penser à un truc, il y a une chance sur deux que l'autre se mette à l'entendre. D'ailleurs, c'était cool de les voir collaborer et enquêter ensemble même si c'était très bref. Cependant, au-delà de juste percevoir la voix de l'autre, des images peuvent aussi être véhiculées. C'est ainsi que Boruto a été en partie témoin de la vision du futur dont nous parlait tant Momoshiki, celle qui verra ses yeux bleus, le déposséder de tout. Dans un Konoha de nuit dans un futur proche avant l'ellipse, plein de ninjas cherchent un individu. Shikadai, accompagné de son équipe, nous dit qu'un ami ne ferait pas une chose pareille alors qu'il s'apprête à attaquer. Sarada dit en nous regardant qu'elle a trouvé l'individu que les ninjas cherchaient plus tôt. On est encore une fois du point de vue de celui contre qui s'énerve Mitsuki qui vient même à en activer son mode ermite. Enfin, on le voit dans Boruto. Même si cette forme avait été introduite dans Naruto Gaiden, rien n'empêchait au manga Boruto de le retcon. Mais pas de panique, c'est canon, pour de bon. La vision se clôt sur Kawaki, nous dominant, tache de sang éclaboussée sur sa joue. De toute évidence, on est du point de vue de Boruto. Et la vision se clôt sur Kawaki ensanglanté, car c'est lui qui est à l'origine de sa cicatrice à l'œil. Il a tenté de crever le Byakugan de Momoshiki. Tout s'explique, Momo va reprendre le contrôle, mais son frère va l'aider.
Pas du tout. Premièrement, parce que lorsqu'il prend le contrôle de Boruto, une corne lui pousse sur la tête, faisant tomber son bandeau. Or, on voit bien que la coupure s'étend sur le bandeau, indiquant qu'il l'avait encore pendant la coupure et donc qu'il était en pleine possession de ses moyens, sachant qu'il peut activer son Byakugan sans faire pousser de corne. Et deuxièmement, Momoshiki ne peut prédire son propre avenir. Cet avenir est forcément celui de quelqu'un d'autre que lui-même. Que va faire Boruto pour se mettre le village et surtout ses amis à dos? Qu'est-ce qui va le plonger dans une telle dépression qu'il ne voudra plus revivre? Voyons ça dans le dernier segment de cette vidéo. Numéro 1, Kawaki. Kawaki va jouer un rôle majeur dans cet arc. Comme à son habitude, il est méfiant envers Amado, connu pour ses cachotteries, et rancunier vis-à-vis de Eda qui s'est allié à Code. Cependant, il y a un point sur lequel il a changé. Il ne déteste plus le Kama. Les véritables responsables de son malheur, ce sont les Otsutsuki. Son principal défaut, c'est que lorsqu'il pense quelque chose, il n'y apporte aucune nuance. Quand il aime quelqu'un, c'est une véritable dévotion, en est témoin sa relation avec Naruto. Quand il est quelque chose, c'est l'unique source de ses malheurs. Au début, c'était le Kama, après il a compris que c'était les Otsutsuki. Donc, il accepte le Kama sans broncher et leur met tout sur le dos. Je dis pas que Ishiki a été un amour avec lui, mais qu'il a tendance à devenir obsédé par ses convictions, un raisonnement qui peut se montrer dangereux. C'est notamment ce qui l'a poussé à tuer son propre frère. À la fois l'une des personnes qu'il aime le plus, Boruto, et à la fois l'un des individus qu'il tolère le moins, Momoshiki. Heureusement, Boruto a survécu et Momoshiki ne peut plus achever son dégel. Tout est bien qui finit bien. Encore une fois, pas du tout. Momo a confié à son réceptacle qu'il n'a nul besoin de ressusciter. Il lui suffit de prendre le contrôle de son corps une fois qu'il sera tombé en dépression et aura abandonné son envie de vivre telles l'ont prédit ses visions. Si la menace est toujours la même, Kawaki a toutes les raisons de vouloir le tuer pour de bon s'il venait à l'apprendre. Le problème, c'est qu'il le sait déjà. Borushiki a manqué de tuer Naruto par le passé et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle possession. Il a senti sa présence dans le bureau du Hokage et enfin, il a surpris Boruto à avoir une conversation interne avec lui. Le dernier chapitre finit avec Kawaki qui invite l'extraterrestre à sortir de sa cachette et se montrer pour de bon. Pour le coup, ça pue la merde parce que Kawaki est trop aveuglé par sa haine pour laisser une chance à Boruto, sachant que Eda et Demon n'ont plus de raison de le sauver puisque leur alliance avec Code, qui comptait l'utiliser en engrais, s'est rompue. Celle qui pourrait avoir un poids, ce serait Sarada et surtout Sumire qui tenterait de l'arrêter. Je vous le dis, depuis le début de la chaîne, la petite Sumire, j'ai peur qu'elle ne souffle pas ses prochaines bougies. Ok, mais même si Boruto reste une menace à cause de Momoshiki, même si Sumire venait à mourir pour le protéger, à moins qu'une fausse information ait été répandue, ce qui serait trop facile, ça n'explique pas ce qu'a fait Boruto pour devenir le bouc émissaire de son village. Est-ce qu'il a conclu une alliance avec Demon pour qu'il le protège? Est-ce qu'il a blessé, voire tué un membre du village? Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, mais là on peut encore faire des prévisions relativement fondées, c'est sur le chapitre 77. Passons à la preview. Kawaki se tient face à Boruto et invite Momoshiki à se manifester. Demon à côté ne doit pas comprendre grand chose, mais malgré Boruto qui essaie de faire redescendre la tension, Kawaki se montre de plus en plus menaçant. Momoshiki prendra alors sûrement le contrôle du côté droit du visage de son réceptacle. Les deux ont déjà été éveillés en même temps, ce ne serait pas nouveau. Les filles à côté sortent de la chambre après avoir entendu du brouhaha et découvrent les deux Otsutsuki se faisant face à face. A partir de là, j'ai du mal à voir un combat. Soit c'est Boruto qui n'a aucune chance contre Kawaki et qui n'a aucune chance de survie, sachant que Demon et Eda n'ont aucune raison de l'aider, soit Kawaki, aveuglé par sa haine, mettra en danger la vie d'Eda, ce qui forcera Demon à intervenir. Sauf que si c'est le cas, dans ce scénario, c'est Kawaki qui est condamné. En plus, les deux scénarios viendraient jeter à la poubelle les stratégies qui se mettaient en place depuis plusieurs chapitres. Donc j'imagine qu'un élément viendra faire redescendre les hostilités avant que ça ne dérape. Pourquoi pas Sumire qui arrive à convaincre Kawaki de régler ça de manière plus diplomatique. Après tout, Momoshiki n'a aucune chance et a tout intérêt à se montrer obéissant. Si c'est le cas et que Kawaki écoute Sumire, ce serait intéressant que Eda devienne jalouse de la jeune fille, ce qui viendrait apporter de nouveaux enjeux pour la suite. Voilà, c'est la fin de cette preview 77, elle arrive un peu tard, j'imagine que quand la vidéo sortira, il y aura déjà plus ou moins des leaks sur Boruto, mais comme à mon habitude, je regarde pas ça, donc je serai épargné jusqu'à la lecture du chapitre 77, qui, je vous le rappelle, sera sur Twitch et Discord, le jeudi 19 à 20h. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce nouveau format de preview. En gros, la seule différence, c'est que là, je segmentais vraiment en différents points qui s'attardaient soit sur des personnages, enfin que des personnages, mais peut-être qu'à l'avenir, ce sera aussi sur des événements. Je pense que ça rend les previews un peu plus clairs et que j'avais trop tendance à résumer les derniers chapitres dans les previews, alors que je fais déjà des vidéos résumées. Donc je pense vraiment que je vais rester un peu sur ce mode.
Enfin bref, vous avez l'habitude, dites-moi en commentaire tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous déplaît, vos théories, enfin bref, vous connaissez la chanson, observez, déduisez, partagez, à bientôt.